Bonsoir à toutes et à tous. Alors, comme tu le dis toi-même, Mathieu, ce projet est un voyage dans les ruines de l'histoire. C'est un voyage que tu as entrepris à partir de l'album de photographie de ton grand-père, qui est présenté derrière vous. Et c'est un album que ton grand-père a fait au moment d'un voyage au Moyen-Orient dans les années 1920. C'est un voyage touristique, un peu dans la tradition de ce qui se faisait au XVIIIe siècle, le Grand Tour, ou au XIXe siècle, ce qu'on a appelé le voyage en Orient. Alors, toi, tu lui as emboîté le pas, mais bien sûr, la réalité que tu as trouvée sur place était bien différente. Tu lui as emboîté le pas pour te confronter aux traces des tragédies récentes. Et effectivement, ce qui frappe dans ce mélange de la petite histoire et de la grande histoire qui est un peu au fondement de ton projet, c'est le contraste, l'écart entre ce qui existait il y a presque 100 ans maintenant et la réalité d'aujourd'hui. Alors, dans le livre dont François a parlé, qui accompagne l'exposition, il y a un texte de la journaliste Ala Kodmani, et qui, à ce sujet, parle d'un choc absolu. Un choc absolu, un contraste absolu, un écart absolu entre ces deux réalités. Bien sûr, elle a tout à fait raison, et ce choc absolu, eh bien, c'est le même qu'aujourd'hui face aux images de la guerre en Ukraine et de ces villes comme Mariupol qui sont comparées à Alep. Alors j'aimerais qu'on commence ce voyage par une image. Donc c'est l'image qui est sur la couverture de ce livre, et c'est l'image qui est sur le mur ici, qui est donc en ouverture de l'exposition. C'est une photographie que tu as prise à Beyrouth. Beyrouth, c'est la première étape de ton voyage au Moyen-Orient. Et je voulais que tu la décrives, que tu nous dises ce qu'elle montre, ce qui t'a intéressé au moment où tu l'as prise. Bonsoir à tous. Alors, souvent, quand je fais des photographies, je repère quelque chose, j'identifie quelque chose, j'analyse pas cette chose, je fais la photographie, et c'est après, le soir, en regardant l'image, que j'essaye de voir en quoi cette photographie est effectivement intéressante ou pas. Et des fois, je découvre des choses que je ne vois pas quand je fais la photographie. C'est le cas notamment ici dans cette image, donc, qui a été prise dans un immeuble, un vieil immeuble de Beyrouth qui se trouvait juste à côté du port. C'est un immeuble qui était condamné, dans lequel je n'aurais pas dû rentrer, notamment puisque il était fragilisé et l'accès était interdit. Mais je suis quand même rentré dans cette pièce. Et dans cette pièce, j'ai fait 2 photographies. Et il y a une photographie, il y a toujours des fois des photographies fantômes que l'on fait, mais qu'on ne peut pas montrer parce qu'il manque quelque chose. Mais cette autre photographie est presque aussi importante que celle-là. C'est une photographie, et du coup je décris l'image qui n'est pas là, mais je reviendrai sur celle-là après. C'est une photographie dans laquelle on voit un vieux coucou qui est arrêté à 6h04. Et 6h04, c'est précisément le moment où l'explosion a eu lieu dans le port de Beyrouth. Donc on comprend qu'à ce moment-là, en fait, tout cet immeuble et cet appartement étaient balayés par le souffle de cette explosion. On voit ce lit qui est soulevé. Il y avait cette couleur bleue sur le mur, il y avait cette peinture qui était au-dessus, cette lumière qui rentrait. Alors on me pose quelquefois la question de savoir si je suis intervenu, si j'ai mis en scène, ce que je ne m'interdis pas de faire, hein, des fois. Mais sur ce projet-là, je l'ai pas fait. Et je pouvais d'autant moins le faire que voilà, j'étais quand même dans un immeuble où je n'étais pas censé être, et il était quand même un peu fragile. Donc j'ai fait des photographies assez vite. Donc en fait, et c'est vrai que ce que je raconte de cette histoire est vrai pour un certain nombre d'autres photographies que j'ai faites très vite. En fait, à un moment, je voyais quelque chose, je les faisais, et c'est le soir, en rentrant, en regardant les images sur l'ordinateur, que je regardais si cette intuition que j'ai pu avoir au moment de faire de la photographie se vérifiait. Et là, voilà, alors après, je ne vais pas en faire la description puisque tout le monde la voit, mais il y a effectivement quelque chose d'assez fort et de puissant, et notamment dans ce lit qui est recouvert d'affaires, qui est à moitié soulevé, et surtout dans la tension qu'il peut y avoir entre ce lit détruit et cette représentation paysagère au-dessus. Oui, une représentation paysagère qui renvoie à la
culture et à l'histoire de l'art occidentale, ce qui n'est pas anodin peut-être. Alors, moi, c'est pas une question que je me suis posée, ou Ouais. c'est pas, mais en tout cas, j'aimais le contraste qu'il pouvait y avoir entre cette image très, très sereine, très apaisée, ce paysage, et en même temps la violence du souffle qui était rentré dans cette pièce et qu'il avait à moitié détruite. D'accord. Et alors pourquoi cette image plus que l'autre? Bah, alors l'autre, et c'est là où, du coup, ça s'est souvent produit dans le voyage, c'est que des fois, j'allais tellement vite quand je faisais des photographies que je ne voyais pas ce que je photographiais. Et en fait, le vieux coucou, je l'ai vu qu'après. Et c'est en zoomant dans l'image, je me suis approché et je me suis dit, oh là là, mais j'ai pas vu ça. Et du coup, je pense qu'elle n'était pas totalement satisfaisante comme image. Donc j'ai essayé, je me suis acharné dessus pendant plusieurs jours, je l'ai recadré, j'ai essayé de voir tout ce qui était possible de faire. Et puis à un moment, elle était quand même présente dans la première maquette du livre. Et puis dans le livre, comme effectivement je suis retourné en Syrie relativement récemment, au mois de novembre, quand je suis revenu avec un certain nombre de nouvelles images que j'ai voulu intégrer à la maquette, il y a beaucoup d'images qui n'ont pas survécu en fait, au premier montage que j'avais fait. Et c'est le cas de celle-là notamment. Alors c'est un projet qui bien sûr n'a pas été réalisé en une seule fois, mais qui a donné lieu à plusieurs voyages entre 2019 et 2021. Tu es allé au Liban, à Beyrouth, Tripoli, Baalbek. Tu es allé en Syrie, Damas, Homs, Latakia, Alep, Palmyre, et également en Irak, à Karamles, Nimroud et Mossoul. Alors Mossoul, c'est un peu la dernière étape de ce voyage, en tout cas c'est la dernière étape du livre. Mossoul, c'était, on s'en souvient, la capitale de l'État islamique, et dans le livre, Mossoul constitue un ensemble très riche et assez saisissant. Et j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur Mossoul pour que tu développes un peu ce que tu as commencé à aborder, les conditions de travail. Comment est-ce que tu as opéré sur place? Est-ce que tu es resté longtemps? Est-ce que tu as été aidé? Est-ce que tu as pu faire du repérage? Non, j'ai pas pu faire de repérage. Pour moi, tout ce qui était compliqué et nouveau, parce qu'encore une fois, je suis pas un photographe qui voyage, je suis encore moins un reporter de guerre, et donc et je raconte souvent un peu l'anecdote, mais quand j'ai écrit le projet pour le prix Cartier-Bresson, j'ai écrit un projet sans me poser la question de sa faisabilité en fait. Et donc quand on m'a appris que j'étais lauréat, j'étais à la fois heureux, mais un peu inquiet et embêté, parce que je me suis dit, mon Dieu, il va falloir aller maintenant dans ces régions-là du monde. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte assez vite que je m'étais probablement trompé, notamment pour la Syrie, parce que très vite, je me suis rendu compte qu'il serait sans doute très compliqué d'y aller et d'avoir un visa pour aller dans la partie de la Syrie qui m'intéressait. Mais j'en étais totalement ignorant au départ. Et c'est pour ça que dans le tout premier projet que j'ai fait, l'Irak ne figurait pas en fait comme destination, et Mossoul. Après, je me suis rendu compte que c'était quand même Mossoul, surtout que le territoire qui m'intéressait était aussi celui qui avait été occupé par Daesh, et que Mossoul avait évidemment une histoire particulière là-dedans. Mais j'ai aussi voulu aller en Irak parce que je me suis rendu compte qu'il était sans doute plus facile d'y aller qu'en Syrie. Et donc, Mossoul a été la deuxième destination dans laquelle je me suis rendu en 2019. Alors au départ, j'avais un contact avec une institution qui finalement s'est avérée pas très bon, et je me suis retrouvé à Erbil, donc qui est la capitale du Kurdistan, qui est pas très loin de Mossoul. Je suis arrivé là et j'étais vraiment totalement largué au début. Et je me souviens d'ailleurs du contact de Hélène Salon, qui est la journaliste du Monde, qui est correspondante à Beyrouth. Parce que quand j'ai eu le prix, en fait, la première chose que j'ai commencé par faire, c'est parler avec des gens qui connaissaient la région, en fait, et qui pouvaient me dire, en gros, voilà, me donner des conseils. Et donc, j'ai vu des journalistes du Monde, notamment, et Hélène Salon, qui a été formidable. Et donc, quand j'étais à Erbil, elle me donnait des contacts voilà, de plein de gens. Enfin, elle était d'une générosité formidable. Et finalement, je me suis débrouillé autrement. Et c'est un jeune, d'ailleurs, qu'on voit dans l'exposition, qui descend les marches dans une rue, qui est criblée de balles. Il est barbu, et c'est un jeune Mossouliote qui habitait dans la vieille ville de Mossoul, qui connaissait très bien la vieille ville, qui m'a accompagné en fait pendant les 4 jours où j'y étais. Et en fait, très vite, quand j'ai compris qu'évidemment il connaissait parfaitement bien la ville, je lui ai dit, écoute,
Sohaib, c'est comme ça qu'il s'appelle. Quand il m'a demandé ce que je voulais voir, je lui ai dit, écoute, je veux voir les endroits où tu veux m'amener. Donc c'était vraiment totalement différent de ma façon de procéder habituellement, où j'avais des idées un peu précises. Et là, je trouvais que c'était même bien de ne pas aller à Mossoul dans des lieux qui sont quelquefois photographiés, enfin assez régulièrement photographiés, qui sont notamment les lieux où l'UNESCO participe à des projets de reconstruction. C'est le cas de la mosquée où al-Baghdadi, donc, qui était le chef de Daesh, a fait son prêche au début, et c'est une mosquée qui a été détruite et qui est donc reconstruite par l'UNESCO. Et je me suis rendu compte que les quelques photographes qui faisaient les photographies à Mossoul allaient un peu aux mêmes endroits, comme s'il y avait une espèce de tour obligé de Mossoul. Et la chance que j'ai eue, en fait, c'est que les contacts sur lesquels je pensais compter n'ont pas fonctionné. Et je me suis retrouvé avec un jeune qui était photographe d'ailleurs, et vidéaste. Et on a passé 4 jours ensemble dans la ville, qui était vraiment formidable. Et je n'ai fait que le suivre dans les endroits où il voulait bien m'amener. Tu as travaillé différemment dans les autres étapes du voyage ? Oui, alors c'est... En fait, pour moi, ce qui était compliqué, c'était d'apprendre une nouvelle façon de travailler, en fait. Et selon les endroits où j'étais, c'était très différent. Donc, au Liban, c'est assez facile. Sauf que, voilà, donc Beyrouth, c'est assez simple de travailler à Beyrouth. Mais Tripoli, moi, je voulais travailler dans un quartier qui était le quartier où... Lorsque donc, il y a eu la guerre civile syrienne, à un moment le conflit a débordé au Liban, il y a eu 2 communautés qui se sont affrontées très violemment. La communauté sunnite d'un des quartiers qui fait face à la communauté alaouite qui est sur la colline qui se trouve en face. Je voulais travailler là, et la première fois que je suis allé au Liban, en fait les personnes qui devaient m'accompagner pour aller dans ce quartier-là ne voulaient pas y aller, en fait. C'était assez compliqué. Et donc j'ai dû encore une fois trouver les bonnes personnes, réinventer une méthode. Bon, ça c'est pour le Liban. Et en Syrie, alors la Syrie c'est vraiment une toute autre histoire, c'est qu'on ne choisit pas les personnes qui vont nous accompagner, mais moi j'ai eu la chance d'être accompagné par quelqu'un qui avait peut-être un profil un peu différent de ceux qui, par le passé, parce qu'il n'y a plus de photographes maintenant, accompagnaient les photographes. Et j'ai essayé de négocier avec elle des endroits, je sais très précisément pour le coup où je voulais aller en Syrie. J'essayais de négocier avec elle. Alors bon, des fois, il n'y avait rien à faire. Et des fois, bon, voilà, il a été possible de faire des photographies dans des endroits dont on m'avait dit au départ qu'il ne serait pas possible de les photographier. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était peut-être possible. Mais encore une fois, c'est vraiment, ça tient à rien, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans une voiture à un moment, on voit un endroit qui est dans un état particulier, on voit des gens, on demande si c'est possible d'arrêter la voiture, je descends, j'ai... 4 minutes pour faire les photographies. Il y a des photographies, il y en a un certain nombre dans l'exposition, c'est comme ça que ça se passe. Je descends de la voiture, je vais vite, je remonte et on continue. Donc j'avais toujours peur en Syrie de trop en faire, en fait, et d'être trop gourmand. Et on m'avait dit, mais fais attention, voilà, il ne faut pas non plus... Donc voilà, mais tout ça, moi j'étais totalement ignorant de ça, mais ça a été peut-être ma force, parce que j'avais une forme peut-être de naïveté, de candeur, et du coup, je ne me suis pas trop posé de questions, j'ai fait ce que j'ai pu. Et ça m'a, je pense, pas trop mal réussi. Quand je repense maintenant rétrospectivement à ce projet, je me dis, il y a 2 ans et demi, quand je pensais à ce projet, je me disais, oh là là, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Et finalement, voilà, il y a quand même eu pas mal de choses qui ont été possibles, mais qui n'ont été possibles que parce que j'ai eu quand même beaucoup de gens qui m'ont aidé et qui m'ont ouvert des portes. Et sans ces personnes-là, j'aurais pas pu le faire. Alors, il y a bien sûr un motif récurrent des images, c'est la ruine, qui est présente jusque dans le titre de l'exposition et du livre. Mais bien sûr, elle n'a pas toujours la même définition. Il y a des ruines antiques, à Baalbek par exemple, et puis il y a les décombres contemporains à Homs, Alep ou Mossoul. Alors les ruines antiques, ça convoque un certain registre qui est celui de l'esthétique et de la poétique des ruines, du pittoresque, du sublime, tandis que les décombres contemporains, eh bien, ça relève de la catastrophe, tout simplement. Mais pour complexifier encore la situation, il y a des ruines antiques qui ont été transformées en décombres par Daesh, qui a dynamité Palmyre, et puis il y a aussi des décombres qui sont convertis en ruines. Par exemple, on a appris hier que les silos à grains du port de Beyrouth,
qui avait été éventré par l'explosion de 2020, avait été classé monument historique. Et donc ces silos, d'ailleurs, on les voit dans une de tes photographies, la photographie d'une fenêtre qui donne au loin sur le port de Beyrouth. Alors, face à cette polysémie, à cette complexité du motif de la ruine qui s'inscrit dans une histoire depuis la Renaissance, comment est-ce que toi tu as navigué pour envisager ce motif? J'ai navigué à vue. Non, mais alors, effectivement, il y a ce motif de la ruine. Enfin, de toute façon, quand on est dans cette région-là du monde, après ce qui s'est passé pendant ces 10 années de guerre, la ruine est présente partout. Alors, il y a les ruines qui n'ont pas évolué. Baalbek, finalement, est à peu près, même a plutôt été reconstruite. Quand je compare des photographies prises par mon grand-père, Baalbek est plutôt en meilleur état maintenant qu'elle ne l'était avant, même si c'est une ruine. Et effectivement, il y a des niveaux de ruines très différentes. Mais en fait, moi, je dis toujours que je n'étais que l'étranger qui n'avait que ses yeux pour voir et que je n'ai pas d'analyse, en fait. C'est-à-dire que je n'essaie pas forcément de savoir ce que ça dit de la région, d'avoir ces différents niveaux de ruines. Je le constate, ça me sidère. Et on me posait la question l'autre jour, en citant un auteur qui avait écrit sur les ruines, en disant qu'en fait, les ruines permettaient de tout imaginer. Et moi, en fait, je n'imagine rien. C'est-à-dire que quand je suis à Homs et que je vois la ville détruite, je suis dans l'impossibilité d'imaginer que dans cette ville, il y avait des gens qui habitaient, qui avaient, comme dans le souk d'Alep, dont je vois effectivement des images, et je vois ce que ça a été, le souk d'Alep, et les foules de façon permanente qui occupaient les ruelles. Mais quand je suis dans le souk d'Alep qui est détruit, je ne peux pas me le figurer, en fait. Et c'est-à-dire que moi, je ne vois rien d'autre, en fait, que ce qui se donne à voir dans l'instant où je suis. Et donc, voilà, et ça, je pourrais le dire d'un certain nombre de choses. Donc, j'ai pas d'analyse, en fait, mais je fais simplement le constat, effectivement, de cet endroit du monde qui est quand même l'endroit où s'est construit beaucoup de choses de notre civilisation et qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et je fais le constat, en fait, que c'est aussi, j'ai l'impression, un endroit où on a l'impression qu'il y a aussi une espèce de fin du monde qui s'opère. En tout cas, quand on est là-bas, c'est très fort de voir toutes ces villes détruites. Ce sont des villes mortes. Il y a des villes, notamment la ville dont est originaire le poète Al-Mahari, que je cite, qui est une ville qui se trouve au sud d'Alep, dans laquelle je voulais absolument m'arrêter parce que je savais qu'elle avait été totalement détruite par la guerre, mais aussi qu'il y avait un musée de la mosaïque très ancien qui avait été en partie détruit. Je voulais le photographier. Et on ne m'a pas autorisé à le faire, mais on est quand même passé devant en voiture. Et alors, c'est sidérant de voir... c'est des villes mortes, en fait. Ce sont des champs de ruines. Et pour moi, il est impossible, en fait, de voir autre chose que la ruine qui se donne à voir dans le moment où je suis. Et donc, en te rendant sur place après les événements, tu rejoins un vaste courant de la photographie contemporaine, qui est la photographie de l'après-coup, que les Anglais appellent aftermath photographie. Alors, quelle fonction donnes-tu, toi, à une telle approche à froid de l'événement? Tu disais que tu ne pouvais rien imaginer, mais face à ces traces d'événements, tu as quand même envie de témoigner? Oui, alors moi, il y a deux choses. Déjà, pour moi, il y a un moment de l'histoire qui est passionnant, qui est le moment de l'entre-deux, en fait, qui est celui qui vient après les destructions, après les bombardements, et qui précède la reconstruction. Et donc, dans cet entre-deux, qui est un temps court, en fait, dans l'histoire millénaire des villes, et notamment des villes du Moyen-Orient, il se passe vraiment quelque chose de très particulier. C'est-à-dire que les ruines sont toujours là, mais les gens reviennent sur ces endroits dans lesquels ils ont vécu, essayent de se réapproprier, de reconstruire ces espaces. Et pour moi, c'est un moment dans lequel il est possible de penser une représentation d'un endroit qui ne va pas rester comme ça très longtemps. Alors, comment la penser, cette représentation? Moi, la méthode que j'ai utilisée, c'était aussi le constat assez vite, notamment quand j'étais à Mossoul et quand on est dans une ville qui est totalement détruite et qu'on se sent assez démuni quand on est photographe devant
devant ces destructions. C'est-à-dire, mais comment montrer ça en fait? Il y a une espèce d'impossibilité à le montrer. Et du coup, j'ai procédé par fragments et par collage. C'est-à-dire, je me suis dit, bon voilà, on ne peut pas tout montrer, mais peut-être que si je montre un fragment, ou je photographie un fragment, et puis j'en photographie un autre, et puis un autre, et peut-être que j'essaye de les assembler, de reconstruire par la représentation un semblant de continuité d'un territoire qui, lui, a été totalement détruit, cassé. Peut-être que ça pourra dire quelque chose de la destruction et de l'envie, pour moi qui suis regardeur, d'imaginer une possible reconstruction par le regard. Alors, je ne suis pas naïf, hein, et évidemment, je ne considère pas que mes images ne servent en quoi que ce soit une forme de reconstruction, mais il y avait cette idée un peu d'une forme d'archéologie. En fait, on arrive dans un endroit qui est détruit, et on trouve des morceaux d'un lieu, d'un site archéologique qui constituait une unité par le passé. Là, il est fragmenté, il est cassé, et on va essayer comme ça de recoller les morceaux. Ça a été un peu comme ça que j'ai procédé dans différents endroits. Et c'est pour ça que dans l'exposition, il y a quelquefois des diptyques, des triptyques. Ça n'était pas parce qu'il était impossible de photographier l'ensemble, mais je trouvais que c'était plus intéressant de coller des bouts, en fait, de rassembler des bouts d'images. Alors des fois, il y a des territoires qui sont reconstitués parce que ce sont le même territoire que l'on voit à différents endroits. Mais des fois, il y a des images, on a l'impression que c'est le même territoire qui est montré, mais ça n'est pas le cas. C'est le cas, par exemple, de mon guide qui descend une rue, et puis après on voit une autre rue qui continue. En fait, c'est pas du tout la même rue. Ou à Mossoul, toujours, il y a un homme qui est contre un mur, qui regarde vers la gauche une carcasse de voiture. On a vraiment l'impression qu'on est au même endroit. On n'est pas du tout au même endroit, en fait. C'est ça, mais il y a une continuité entre les images, c'est-à-dire qu'il y a une ligne, par exemple, la ligne d'horizon, qu'on peut suivre d'une image à l'autre. Oui, ça peut être une ligne d'horizon, mais ça peut être une architecture, ou ça peut être des fois deux architectures de deux bâtiments différents, mais qui à un moment se rencontrent et peuvent se télescoper et peuvent recréer en fait une espèce de continuité. C'est le cas. Moi, il y a une image deux images qui sont dans le mur de Tripoli. On voit un homme marcher de profil devant un mur, on était sur la terrasse d'un immeuble à Tripoli, et je l'ai associé à une image que j'avais faite à Tripoli une année avant, et voilà. Et pour moi, il y a une espèce de télescopage qui marche assez bien, alors qu'en fait, ce sont deux espaces qui n'ont pas de rapport l'un avec l'autre. Alors, ce qui est intéressant concernant ce procédé de composition, c'est que c'est un procédé que tu avais déjà utilisé, mais pour une série, un travail tout à fait différent qui s'appelle Dorica Castra, et qui là est plutôt un projet assez ludique, puisqu'il s'agissait de constituer une grande image de la France en juxtaposant ou en mettant bout à bout des cartes postales des années 60, 70. Donc moi, ça m'a surpris que tu reprennes ce procédé qui était plus un jeu et que tu l'adaptes à ce contexte tragique. Oui, mais en fait, ce projet, peut-être pour le réexpliquer, en fait, c'était une invitation des Archives nationales pour travailler à partir d'un fonds de cartes postales qui était le fonds LAPI, qui sont des cartes postales, des vues aériennes de la France des années 60 vues du ciel. On m'avait proposé de faire un travail, et du coup, je leur avais proposé de faire une espèce de carte puzzle où je collais les cartes postales les unes à côté des autres. Par exemple, sur une carte postale, il y a la montagne qui se termine comme ça, et sur la carte postale à côté, l'autre, on a l'impression que la montagne continue. Alors qu'en fait, elles n'ont pas de rapport les unes avec les autres, et à la fin, ça donnait une carte. Mais pour être tout à fait honnête, quand j'ai commencé ce projet, je voulais faire ça, en fait. C'est-à-dire que je voulais faire, très modestement, des Guernica du Moyen-Orient. C'est-à-dire que j'imaginais être à Mossoul, et j'avais même imaginé la possibilité de travailler en argentique, et de faire des fragments comme je voulais le faire, et après d'avoir une image peut-être de 10 mètres de long qui était la ville de Mossoul détruite. Et j'ai commencé à le faire à Tripoli, en fait, et j'ai passé les 3 premiers jours à Tripoli où je faisais des photos de la ville. Enfin, bon, voilà. Et en fait, ça ne fonctionnait pas, ça ne marchait pas. Et donc j'ai laissé tomber cette idée, et je suis revenu à une photographie beaucoup plus simple, beaucoup plus direct et académique d'une certaine façon, en faisant des images seules. Mais j'ai quand même gardé cette idée en faisant le constat que des fois, il était peut-être possible d'associer 2 images. Mais sur l'intention première, à un moment, qui était de faire une espèce d'image assez monumentale, constituée de plusieurs points de vue, je l'ai essayé, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché ?
En fait, moi je crois qu'en la réalité de la chose, quand elle est en face de soi, c'est-à-dire que des fois on a des idées, et je pense que ce qui est très important, et surtout quand on est dans ce contexte-là, c'est un moment de faire le constat que l'idée qu'on a ne marche pas, et donc il faut arriver. Mais pour moi, ça a été une des choses les plus stimulantes en fait dans ce projet, c'est que j'étais vraiment nullissime au début, et ça ne marchait pas ce que je faisais, et à un moment je me suis vraiment dit, le premier voyage, je me suis dit mais ça va être horrible parce que l'intérêt, l'avantage, mais le risque de ce genre de bourse, c'est que même si vous faites un truc qui est totalement raté, vous êtes obligé de faire une exposition et un livre. Alors, je ne sais pas si c'est arrivé dans l'histoire du prix, que des fois il y ait des déconvenus comme ça, mais moi au début je me suis vu comme ça. Je me suis dit, mais en fait, déjà j'ai créé un projet qui n'est pas réalisable, c'est-à-dire que je ne pourrais pas aller en Syrie, et après l'idée que je m'en faisais, elle est juste à côté de la plaque. Et c'est assez bien quand on a 50 ans, qu'on a un certain savoir-faire, une reconnaissance, c'est-à-dire qu'il y a certaines photographies que je sais faire, il y a une façon de procéder, d'aller à la rencontre des gens disons que j'avais une certaine expérience de ça, un métier comme on pourrait dire, et de se retrouver à ce moment-là totalement démuni avec la nécessité de se remettre en question et de tout réapprendre. Et du coup ça s'est passé à Tripoli, enfin à chaque fois je raconte l'histoire de cette image, où à un moment je suis sorti donc à Tripoli, alors cette fois seul, et j'ai photographié cet homme que l'on voit allongé par terre, qui a une position très étrange. Et du coup je le photographie assez sauvagement, je le vois, je trouve que c'est une image très forte, très puissante. J'avais pas l'intention de photographier les gens, je le photographie, et le soir quand je vois cette image sur l'ordinateur, je me dis mais en fait faut arrêter de se compliquer la vie. Le réel peut produire des images qui sont très puissantes, et il faut peut-être être un peu plus modeste que l'approche que j'en avais, et cette image m'a débloqué, et du coup j'ai fait des photographies un peu plus directes, plus simples, mais j'ai quand même gardé cette idée du collage et qu'on retrouve dans le livre, dans l'exposition à différents moments. Oui, c'est intéressant cet exemple que tu donnes, parce que quand on est dans le corpus de Mossoul, par exemple, on retrouve ton goût pour la sérialité, c'est-à-dire qu'il y a des tentatives de séries un peu plus systématiques autour des cours, pas des cours, mais des intérieurs de maisons détruites, des rideaux de fer. Et puis, donc ça c'est un travail que tu as fait en 2019, tu étais en 2019 je crois. Et puis après, on voit que ce goût de la sérialité qui pour toi est quand même est constitutif de ton travail, semble disparaître un peu et laisser la place à une écriture beaucoup plus libre que par le passé, quoi. Oui, pour moi c'était le... Et c'est vrai qu'il y avait aussi une idée qui est, enfin toujours, en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on fait un projet comme ça? Et moi, je me pose toujours la question. Je pense qu'on fait toujours quelque chose de précis. Et par exemple, quand j'ai travaillé avec la famille Gorgan il y a quelques années, en fait, j'ai fait un album de famille. Le livre est un album de famille. Oui. Et là, quand j'ai fait ça, je me suis dit, mais en fait, il faut que je fasse un album de voyage, enfin, que je revisite aussi cet esprit de l'album de voyage, où finalement on découvre des lieux, on fait des photographies des fois sans qu'il y ait forcément une intention derrière, et après on monte ces différentes images. Alors après voilà, il y a tout ce travail de montage qui m'intéresse, mais du coup moi je me suis inscrit un peu dans cette tradition là en fait, et c'est pour ça que il y a deux livres dans le livre en fait. Il y a le premier livre qui est l'album de mon grand-père, et il y avait l'idée en fait non pas de redémarrer, mais de continuer en fait son voyage. Et donc, d'une certaine façon, mon grand-père, quand il dispose des photographies, il les met les unes un peu à côté des autres. Des fois, il fait des pages un peu étranges. Et puis, des fois, il y a Palmyre à la page 4, et puis on retrouve Palmyre à la fin. Enfin, je ne sais pas trop comment il a fait ce livre. Quelle était la logique, je trouvais assez intéressant de revisiter c'est un peu cette façon de faire, qui est une façon assez libre, finalement, de faire la photographie, d'assembler les images au fur et à mesure que les pages se tournent ou qu'on avance dans l'exposition. D'accord. Et est-ce que ce changement va perdurer, ou tu vas revenir à tes pratiques habituelles assez sérielles? L'avenir le dira, je ne sais pas. Moi, j'évite de parler de l'avenir parce que j'ai dit tellement de bêtises par le passé de ce qui était censé être mon avenir. Mais tu as vécu ça comme une forme de libération ou pas, cette nouvelle écriture dans ton travail? Une découverte en tout cas, d'une nouvelle façon de travailler. Mais pour moi, tout est nouveau. C'est-à-dire que... Alors c'est vrai que j'avais fait en 2000 un voyage en Roumanie
mais qui avait été très décevant pour moi. Enfin, c'est quelques années après que je me suis rendu compte que les images n'étaient peut-être pas si décevantes que ça, et que j'ai exposé ce travail, mais il m'aura fallu 20 ans quand même pour apprivoiser ce travail que j'avais fait. Mais sinon, voilà, moi, jamais enfin, je suis vraiment pas un voyageur dans l'âme, tout court, et encore moins photographique. Donc c'est vrai que pour moi, ça a été une façon vraiment d'apprivoiser quelque chose de nouveau. Alors j'aurais tendance à dire que je n'ai pas l'intention pour autant de continuer à faire des voyages, que c'était un peu pour moi une parenthèse qui était vraiment liée à la fois à une histoire de famille, à un corpus d'images dont j'avais hérité, et puis surtout, c'est quand même ça pour moi qui était le plus intéressant, la grande histoire en fait, c'est-à-dire aller dans ce territoire qui avait été balayé par l'histoire, et essayer de voir ce que je pouvais en sortir. Donc, en fait, il y a quand même pas mal de couches qui étaient nouvelles pour moi. La dimension un peu biographique, voilà, c'est totalement nouveau. Le voyage, c'est totalement nouveau. Et la grande histoire, c'est aussi pour moi totalement nouveau, parce qu'en général, j'étais plutôt dans des histoires, je sais pas, d'urbanisme, d'une famille, voilà. Et en même temps, quand je vois les images, je retrouve une certaine forme de familiarité avec des choses que j'ai pu faire par le passé. Lesquelles, par exemple? Alors après, je pense que on a un peu des réflexes, mais par exemple, tu parlais de la photo de la fenêtre. Voilà, à un moment, j'avais travaillé là-dessus. Il y a une photo à Mossoul où il y a un immeuble qui est c'est l'ancienne banque nationale d'Irak, et qui est en train de s'affaisser. Et j'ai photographié une implosion il y a 20 ans. C'est exactement le même mouvement de... Alors après, moi, je spécule pas là-dessus parce que c'est pas intéressant, et puis je veux dire, c'est pas... C'est pas des autocitations. Non, c'est surtout pas ça. Mais après, je fais le constat en voyant des images, en me disant, tiens, c'est marrant, en fait, ça me rappelle vraiment des choses que j'ai pu faire par le passé. Et malgré tout, dans ce voyage, même si j'étais totalement étranger et que je ne parlais pas l'arabe, je me sentais très bien dans ces endroits où j'étais. Enfin, c'est assez curieux. Alors c'est peut-être parce que mon père m'en a souvent parlé, qu'il parle lui-même arabe, mais je ressentais une forme de proximité. J'étais pas, à aucun moment je me suis senti mal à l'aise, angoissé, gêné ou pas à ma place, quoi. D'accord. Mais il y a quelque chose qui renvoie très nettement à tes travaux antérieurs, c'est ton attention aux images. C'est-à-dire que dans ce projet La ruine de sa demeure, il y a les photographies que tu as prises, il y a les photographies de ton grand-père, il y a également les photographies que tu as trouvées dans les ruines de Mossoul, qui sont des clichés de famille. Et puis, il y a aussi, qu'on voit dans tes images, il y a les portraits de Bachar al-Assad en Syrie, qui est omniprésent. Alors ça renvoie ce goût pour le jeu entre des images appartenant à différents registres. C'est quelque chose que tu as souvent pratiqué, notamment dans ce très beau travail autour d'un asile psychiatrique de Picauville, qui s'appelle l'asile des photographies, où tu associais tes photographies et les archives photographiques de cet asile. Donc c'est quelque chose qui est très présent chez toi, et je voulais que tu nous dises ce qui t'intéressait dans cette volonté de réunir des images appartenant à des registres et des corpus très différents. Je pense que ça tient à beaucoup de choses. Bon, déjà, je pense que quand on est photographe, on prend des photographies. Donc on prend des photographies, mais des fois aussi on prend des photographies qui viennent d'ailleurs. Et moi, il y a une chose qui m'a toujours passionné, c'est en fait chaque photographie, selon la personne qui les réalise et l'endroit où il se trouve et son intention, elle dit une chose qui est différente de ce que dira une autre personne qui aura fait dans le même endroit une photographie. Et donc il y a vraiment un discours des photographies qui sont liés à leur usage et aux personnes qui ont pu les faire. Donc moi je me suis toujours beaucoup intéressé à ça. Et puis je pense qu'il y a aussi quelque chose qui tient à ma façon de procéder, c'est que quand je fais un travail, très vite il y a une forme de manque. À un moment, il me manque quelque chose. Je me dis mais ça n'est pas suffisant. Mes photographies ne sont pas suffisantes, ou des photographies d'archives en tant que telles ne sont pas suffisantes. Et donc moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de produire un montage en fait, qui va mettre en tension à la fois des photographies que je vais faire, des photographies que je trouve, des photographies que je me réapproprie. Et c'est vrai que je considère que je suis photographe, mais monteur aussi d'images.
Et j'aime beaucoup cette possibilité de produire des récits assez complexes des fois, parce qu'effectivement, on met en relation des corpus d'images des fois qui n'auraient pas de raison d'être, mais quand ça marche, je trouve que ça dit quelque chose du réel et de la photographie à la fois. Donc je l'ai fait ouais, assez souvent. Le grand ensemble, il y avait des cartes postales d'immeubles, et il y avait ces immeubles qui implosaient, c'était les mêmes immeubles. Les Gorgans, il y a leurs photos à eux, il y a les miennes, et je trouve intéressant de voir voilà ce qui se crée dans le montage des deux. Donc voilà, et là c'est assez différent, c'est-à-dire que les images ne sont pas montées les unes à côté des autres, mais il y a une construction un peu chronologique et thématique, puisque les premières images sont celles de mon grand-père, réalisées il y a presque un siècle, et les toutes dernières images sont aussi d'autres images de familles qui ont habité la région, et qui viennent d'une certaine façon boucler la boucle sur elle-même. C'est-à-dire qu'on commence par des photographies de famille faites à Beyrouth dans les années 40-50, avec donc mon père enfant qui grandit dans cet appartement, et on termine par des images qui ont dû être faites probablement dans les années 2000, dans des familles qui habitaient à Mossoul. Et pour moi, ça raconte aussi une histoire des gens qui ont vécu dans ces endroits qui ont été détruits, que je photographie donc. Mais d'une certaine façon, mes photographies, elles sont prises en sandwich entre ces deux corpus. Et pour moi, c'est vraiment important, parce qu'il y a toujours un peu une tentation de la beauté en fait, dans les photographies de ruines. C'est très séduisant, une ruine, en fait. Et des fois, moi, je me méfie un peu de la beauté de certaines de ces images. On voit des immeubles à Mossoul ou à Homs ou à Alep qui ont des formes incroyables. Et c'est vrai qu'il y a une forme de beauté là-dedans. Et pour moi, c'est vraiment important de ne jamais perdre de vue le fait que l'histoire qui s'est passée là est tragique, est terrible, et je ne peux pas la montrer, parce que moi, je viens après. Je viens juste au moment où la ruine est existante. Et donc, convoquer ces images de ces gens qui ont habité dans ces immeubles, ce sont des images qui sont altérées, où on ne voit plus grand-chose, mais on peut quand même voir des scènes de vie du quotidien, des scènes de vie de famille. C'est aussi une façon de dire, voilà, vous avez vu des ruines, mais n'oublions jamais le fait qu'avant d'être des ruines, c'était des immeubles qui étaient habités, il y avait des gens qui habitaient, et que l'histoire est terrible, et que ces gens qui ont habité là sont peut-être morts dans ces bâtiments, ou ne peuvent plus y habiter, ils n'y retourneront jamais. C'est-à-dire que le constat qui se fait quand même dans ces histoires de guerre, de conflits, d'exil, c'est que les gens qui partent à un moment ne reviennent pas, en fait, pour différentes raisons, mais... et donc voilà, pour moi, la dernière vitrine, j'ai voulu vraiment la montrer très simplement, presque un peu comme je trouvais ces images quand j'étais dans ces maisons détruites. C'est un peu le visage des disparus, des gens qui ont habité là et qui ne pourront pas y revenir. Oui, de ta part, il n'y a aucune complaisance à l'égard de la catastrophe, il n'y a aucune fascination pour le motif de la ruine. Bah, j'essaye, en tout cas, je le dis, mais et en même temps, voilà, je suis photographe, je donne à voir des choses, je suis attentif à la façon dont je cadre, donc on marche toujours sur un fil, en fait, hein, mais ça, c'est peut-être vrai de l'ensemble du travail que je fais, où je suis des fois aussi avec des gens qui sont socialement marginaux, et donc il y a toujours un équilibre à trouver entre la puissance de l'image et la force du réel tel qu'il s'exprime en photographie, et effectivement ne pas être complaisant, c'est-à-dire à un moment ne pas se satisfaire de la beauté de quelque chose, et surtout de ne pas trop en faire. Et moi je dis tout le temps, le jour du vernissage, il y a quelqu'un qui m'a dit, après je me suis dit, mais c'était peut-être une critique en fait qui m'a été faite, j'ai pas compris, j'ai pris ça comme un compliment, et on m'a dit, mais en fait on vous voit pas comme photographe. Et j'ai dit, bah oui, précisément, en fait moi ce que j'essaye de retrouver, c'est en fait une forme d'expression du réel qui n'a pas besoin de moi pour affirmer sa puissance, et d'être face à ce réel, très simplement. Donc je ne photographie pas comme ça, je suis en face des choses. Vous verrez, j'ai une espèce d'obsession avec ça, mais qu'il n'y a théoriquement aucune perspective qui est déformée, parce que l'œil seul arrive à tout rétablir. Donc j'essaie de trouver une forme de dépouillement qui fait qu'on est face à ce réel, mais que ça ne passe pas par un filtre qui donnerait l'impression que j'essaie d'en rajouter ou d'en faire plus, quoi. Donc, bon, voilà, après, je ne sais pas si j'y arrive, hein, mais... Tout à l'heure, tu disais que tu n'aimais pas voyager. Néanmoins, il y a quelques mois, tu es allé sur l'île de Lesbos
pour faire un travail sur les réfugiés. Si on met en regard la ruine de sa demeure et ce travail sur les réfugiés, on a l'impression d'une inspiration un peu, ou en tout cas d'une tentation un peu du reportage. Dans quelle mesure tu t'en rapproches? Dans quelle mesure tu t'en éloignes? Le travail qui a été fait à Lesbos, c'est encore une fois, alors c'est encore autre chose, que je rattache plus en fait à un travail que je fais avec les entre guillemets migrants depuis de nombreuses années et qui sera exposé au MUCEM cet été et qui va montrer du coup le projet un peu dans son intégralité. Alors Lesbos, en fait, j'y suis allé avec un ami photographe soudanais, Mohamed Abakar, qui est un migrant qui a traversé en bateau la Méditerranée et qui fait de la photographie. Et on s'est rencontrés parce qu'à un moment, en fait, il a fait des photographies qui ressemblaient beaucoup aux miennes. Enfin, qui disaient autre chose, mais il avait photographié à Versailles des statues qui étaient enveloppées pour être protégées du froid. Et lui, à cette époque, il dormait dans la rue. Il ne comprenait pas comment, à Paris, en fait, on prenait soin des statues et pas des gens qui dormaient dans la rue. Mais c'était des photographies qui étaient très belles, de ces statues qui étaient enveloppées dans des tissus. C'était du cristaux, d'une certaine façon. Et ça me faisait beaucoup penser aux premières photographies que j'avais faites de migrants recouverts de draps que j'avais photographiés à Paris il y a assez longtemps. Et donc quand j'ai vu son travail, je lui ai proposé qu'on fasse une exposition ensemble. C'était à l'époque où j'avais une résidence au Collège de France, et donc j'ai fait pas mal d'expositions. Et à un moment, on s'est dit qu'il serait peut-être intéressant que l'on refasse, il est régularisé maintenant, que l'on refasse son itinéraire à l'envers en fait. C'est-à-dire qu'on parte de Paris et qu'on aille jusqu'au Soudan. Alors c'est pareil, c'est assez compliqué, c'est une belle idée, mais c'est assez compliqué à faire. Mais on s'est dit qu'on irait ensemble à Lesbos. Donc en fait c'est un travail qu'on fait ensemble. Alors là, la première partie, c'est effectivement les photographies que j'ai faites qui ont été montrées. Mais effectivement, je suis sur ces images de Lesbos. Enfin, moi, j'ai été tellement ému et touché et abattu par la réalité de ce que j'ai vu dans ce camp. C'est-à-dire que ça a été pour moi même plus dur que les villes détruites en Syrie. C'est-à-dire que le camp de Lesbos, quand j'y étais, il y avait 20 000 réfugiés pour un camp qui est construit pour 2000 personnes au départ. Et surtout, il y a énormément de femmes, d'enfants, de personnes âgées. Et c'était vraiment quelque chose qui pour moi était assez insoutenable à voir. Et donc là, pour le coup, j'ai vraiment ressenti le besoin de photographier de façon assez brute les choses et de faire un livre qui montre ça. Et dans ce livre, pour en revenir à la question du montage, apparaissent aussi des images qui sont des vidéos que les migrants m'ont envoyées après de ce qu'eux filment. Donc je ne sais pas, après, moi j'ai toujours du mal sur la question de la qualification, est-ce que c'est du reportage, est-ce que ça n'en est pas. En tout cas, il y a eu à un moment le besoin de faire ce livre et de dire simplement, mais enfin, regardons ce qui se passe en ce moment à Lesbos, qui est quand même la porte d'entrée de l'Europe pour ces gens-là, qui viennent, donc j'ai retrouvé des gens qui venaient d'Alep, qui venaient de Mossoul, et en fait, ils n'avaient jamais connu de pire situation que celle de Lesbos. C'est-à-dire que quand ils arrivaient en Europe, c'était pire que ce qu'ils avaient connu en Syrie. Donc, bon, voilà. Donc, ce livre que j'ai fait, Ce qu'il se passe, pour moi, c'était une façon de montrer, de faire circuler les choses. Et c'est encore une fois un peu, une aventure un peu différente, mais qui n'est pas sans rapport avec ça, parce qu'encore une fois, je retrouvais des gens qui étaient originaires de ces villes détruites. Et quand j'étais à Alep, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire, mais peut-être que cette personne que j'ai rencontrée à Lesbos habitait là, quoi. D'accord. Alors une dernière question, peut-être complètement à côté de la plaque, mais est-ce que tu as envisagé de te rendre en Ukraine, comme beaucoup de photographes ou d'artistes y sont allés récemment? Non. Non. En tout cas, pas en ce moment. Alors, c'est pareil, je peux parler du temps présent. Et alors là, pour le coup, aller dans ces villes bombardées, je pense que j'en suis totalement incapable. Et c'est pas du tout parce que je ne me considère pas comme reporter et que j'appartiendrai à une autre catégorie. Moi, j'ai beaucoup de respect, d'admiration pour les photographes qui y sont, mais je pense que je serais incapable en fait d'y travailler. Je dis ça sans l'avoir fait, mais en tout cas non, c'est pas mon intention. C'est pas mon intention d'y aller en ce moment en tout cas. Ok, merci. Est-ce que vous avez des questions? Plusieurs petites questions par rapport à votre ressenti pendant ce travail. Est-ce que vous n'avez pas trouvé ça très frustrant de travailler
je ne fais pas de comparaison avec quelqu'un qui sort d'un car, prend une photo et repart, mais vous ne pouvez pas vraiment, ou peut-être un peu influencer, là je viens prendre, la personne vous a écouté, vous n'avez pas trouvé ça frustrant et pas vraiment en faire à votre façon, disons. Non, parce que ça a été tellement compliqué d'avoir un visa. J'y suis allé 2 fois en fait en Syrie. J'y suis allé une première fois en mars 2020 et je n'ai pu y passer que 4 jours parce qu'il y a eu le Covid. Le 15 mars ou le 14 mars, j'étais en Syrie. D'accord. Et le 16, voilà, toutes les frontières étaient fermées. Et donc j'y ai passé une première fois 4 jours et j'en suis revenu alors frustré de ne pas avoir pu. Et pendant 1 an et demi, j'ai essayé d'avoir un visa. C'était vraiment très compliqué. Et donc quand j'y étais, j'étais, même si je me disais que je ne voyais que 1% de ce que j'aurais aimé voir, ce 1%-là, il était très important. Et après, curieusement, on peut quand même faire des choses dont on se dit que ça les gênerait. Et des fois, on ne peut pas faire des choses qui, a priori, ne gêneraient personne. Par exemple, quand on a visité la citadelle d'Alep, la citadelle d'Alep, c'est vraiment l'endroit touristique. Elle n'a pas été très impactée par la guerre, donc... Et c'est vrai que très souvent, j'allais dans des endroits qui étaient des endroits touristiques parce que je venais aussi pour revoir des endroits que mon grand-père avait photographiés. Et quand je suis arrivé à la citadelle d'Alep, on m'a dit là, interdit de faire des photos. Ah ouais. Je fais bon, d'accord. Donc, alors, j'avais le droit avec mon iPhone de faire des photos, mais pas avec mon appareil. Alors, c'était totalement mystérieux. Surtout que j'étais sur la citadelle qui a pas trop, enfin, qui est à peu près dans le même état qu'elle était avant la guerre. Donc voilà. Et des fois. Il y a une photo d'une boucherie avec le portrait je trouve ça incroyable. Et les 2 femmes aussi qui marchent en dessous de l'immeuble. Et quand je fais cette photographie, donc je suis dans le souk d'Alep, et en fait je vois le boucher. En fait, au départ, il n'y a rien. Enfin, il y a juste le boucher qui est là. Il y a le portrait de Bachar el-Assad, et il s'installe. En fait, il sort les carcasses de viande qu'il accroche dans le frigidaire. Et quand je vois ça, je me dis oula, là, c'est quand même une image très forte. Mais je mets du temps à la faire du coup parce qu'il lui a fallu du temps et j'ai peut-être fait 40 images en fait de ce monsieur à qui j'ai demandé son accord, voilà. Et pour moi ça exprimait toute la tragédie en fait de la Syrie, ces carcasses de viande, la veste de militaire accrochée au fond, le portrait de Bachar el-Assad sur un croc de boucher. Enfin pour moi voilà, tout était dit là. Et curieusement, quand les gens me voient faire des photographies, je pense qu'ils ne se posent pas de questions parce que le portrait de Bachar el-Assad est présent partout en fait. Bah oui. Donc j'aurais pu photographier une poissonnerie avec le portrait de Bachar el-Assad. Pour eux, c'était la même chose. Donc des fois, voilà, il y a des moments où on se dit tiens, je pense que ça va peut-être les gêner. En fait, non. Et des fois, on se dit bon, bah là, il n'y aura aucun problème. Et en fait, si on. Mais cette photo, elle est très forte. Mais aussi, j'ai trouvé, j'aimais beaucoup les 2 femmes aussi qui marchent en dessous de l'immeuble, dont le toit pourrait, on a l'impression en tout cas qu'il pourrait s'effondrer à n'importe quelle seconde. Je trouvais les contrastes, j'ai l'impression que vous avez pu prendre des photos avec peut-être 3-4 minutes par arrêt. Alors vous voyez cet endroit en fait, là j'ai une méthode en fait pour travailler, parce que pendant 1 an et demi je n'ai pas pu aller en Syrie et du coup j'étais comme un dingue chez moi devant mon ordinateur, j'étais sur Google Maps. J'étais à Alep, j'ai passé 1 an et demi sur Google Maps et donc je connaissais Alep parfaitement, enfin parfaitement, je connaissais les quartiers et en fait on peut quand même, vous savez, quand vous faites une photographie d'un endroit, tu peux la poster après sur Google. Donc quand tu es sur Google Maps, quand on zoome sur une ville, on a des petites images qui apparaissent et les Syriens en fait postent quelquefois des images. Manifestement, ils sont autorisés à le faire, puisque sinon, elles seraient très vite supprimées. Et donc, moi, j'ai identifié toutes les photographies en fait, qui avaient été faites à Alep. Et cet endroit, c'est l'ancien palais de justice d'Alep. Et il n'est pas très loin de la citadelle. Il n'est pas très loin d'un hammam historique aussi qui avait été détruit. Et du coup, j'avais toute une stratégie. Je savais comment circuler. A priori, on ne devait pas aller là. Et donc, j'ai réussi à faire comme si je ne connaissais pas l'endroit. Tiens, mais on va prendre cette petite rue là, c'est intéressant. Hop. Et je savais que j'avais un talus en face du palais de justice, donc je suis un peu en hauteur, ce qui me permet effectivement d'être cadré. Enfin, moi, j'expliquais ça à ma guide qui me voyait toujours grimper en fait. Et des fois, j'étais dans des rues, dans des axes de circulation, et je grimpais, et je lui disais non, mais pour faire une bonne photographie, il faut prendre de la hauteur en fait.
Si tu es au niveau du sol, en fait, ça va pas. Et donc, j'avais repéré ce talus, et donc je suis monté dessus, j'ai fait cette photographie. Il y a eu effectivement ces 2 femmes qui sont passées. Mais pour Alep, j'ai tellement attendu cette destination qu'à la fin, même si effectivement, j'ai évidemment pas pu aller dans plein d'endroits où je voulais aller, j'étais plutôt très heureux de pouvoir déjà accéder à... Vous avez senti quand même, dernière question, après je vais laisser quelqu'un d'autre parler, vous avez senti, puisque vous y étiez déjà allé en Syrie, est-ce que vous avez à cette occasion senti quand même une insécurité, un peu, vous avez pu un peu communiquer avec les gens? Je sais que c'est difficile parce que moi je ne parle pas l'arabe non plus, mais il y avait souvent les regards, etc. Ou est-ce que... Après, moi j'étais sur la partie de la Syrie qui est tenue par le régime, ce qui n'est pas le cas de tout l'Est. Ce sont les Kurdes qui essayent de te dire. Il y a la région du Nord, d'Idlib, qui est encore tenue par les rebelles. Donc moi, en fait, j'étais dans la région qui est tenue par le régime, et j'avais un visa du régime. Donc théoriquement, j'étais autorisé à circuler. Mais bon, non, moi, j'ai pas ressenti, en tout cas pour moi, d'insécurité. Bon, il y a toujours des moments où on se pose un peu des questions. Mais par contre, ce que j'ai ressenti, c'est que la Syrie est totalement détruite et totalement arrêtée. Il n'y a aucun projet de reconstruction, et que la situation, par exemple, quand donc comme j'avais un visa du régime et qu'on devait aller à Palmyre, on avait quand même pas mal de kilomètres à faire. Il fallait faire le plein d'essence. Mais faire le plein d'essence en Syrie, c'est toute une aventure. Et donc nous, avec l'autorisation du régime, on doublait tout le monde. On allait voir les militaires dans les pompes et on faisait le plein. Mais sinon, il y avait des fois 40 voitures qui faisaient la queue, qui pouvaient avoir 10 litres d'essence. Et on voit des gens qui font la queue pour acheter du pain qui leur coûte très cher. Et on voit une situation qui est totalement tragique, quoi, en Syrie. Donc moi, après, personnellement, non, je ne me suis pas senti en danger, mais j'ai senti à quel point la situation était épouvantable dans ce pays. Bonsoir. Bonsoir. Justement, moi je reviens du Liban et j'ai fait une mission humanitaire là-bas pendant plusieurs mois. Donc les ruines, j'ai passé plusieurs mois là-dedans. Et quand vous parlez des silos, je vois très bien, voilà. Et là-bas, j'ai fait beaucoup de rencontres et ça m'a donné envie de faire un podcast. Et du coup, ma question, c'est comment est-ce que les rencontres que vous avez faites là-bas ont influencé votre travail? Et est-ce que vous avez une histoire de rencontre qui vous a particulièrement marqué? Voilà. Oui, alors je pourrais peut-être... Attends. C'est une photographie qui n'est pas dans l'exposition, mais qui est dans le livre. Vous voyez, cette photographie qui est faite à Mossoul. Il y a ces 2 hommes qui discutent. Et donc quand je suis avec mon guide, donc on est vraiment dans la vieille ville de Mossoul. Il y a le Tigre donc, qui passe à côté. Donc c'est une partie, vous voyez, il n'y a plus rien en fait. Mais ici, il y avait des maisons partout et ça a été totalement détruit. Et quand on se promène avec mon guide, il y avait cet homme qui était sur le tas de pierres qui était à côté. Et donc évidemment, il n'y a plus de touristes, il n'y a plus personne à Mossoul. Et donc quand on marche, cet homme descend de son tas de pierres et vient discuter avec nous. Il nous demande ce que l'on fait, il me demande moi qui je suis, ce que je fais. Et donc je lui raconte un peu. Et après, je lui demande donc s'il habitait là. Il me dit oui, j'habitais là. Et vous voyez là, ce tas de pierres, c'était ma maison. Et le corps de ma femme est toujours sous terre en fait. Et en fait, voilà. Alors pour le coup, c'est pas une anecdote très drôle, mais c'est en fait ce moment où on se retrouve en face de gens. Et là, d'un seul coup, on comprend en fait. C'est pour ça que quand je disais, il faut se méfier des fois de la séduction des photographies et que l'histoire qui s'est passée là, elle est vraiment abominable. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit ça et que vous êtes en face de lui, vous n'avez pas de mots en fait. C'est-à-dire ne lui dire, ne serait-ce que vous êtes triste et désolé, vous vous sentez ridicule en fait de dire ça. Et ça a été le cas de beaucoup de gens, et surtout à Mossoul, donc qui est une ville sunnite, donc qui a été occupée par Daesh. Le gouvernement irakien est chiite, et il se dit que les chiites font payer aux sunnites le prix de l'occupation de Daesh dans la ville. Et donc moi, quand je suis rentré dans les maisons, en fait, il y avait des cadavres qui étaient là, alors que c'était 2 ans après la guerre. Et en fait, ils ont laissé pourrir la ville et les gens qui étaient dedans.
Donc voilà, ça c'est un exemple, de rencontre. Mais alors non, pour être un peu plus joyeux, je vais raconter une deuxième anecdote. C'est quand j'étais à Tripoli avec le guide qui m'a appelé. En fait, je voulais aller dans ce quartier qui est un quartier, qui est vraiment une zone rouge où tout le monde dit il ne faut surtout pas aller là. Et donc je rencontre un journaliste qui connaît très bien cette zone et qui me dit mais il n'y a aucun problème, viens avec moi, on ira. C'était quelqu'un qui était professeur à l'université, qui avait fait une thèse sur les médias numériques et qui était un correspondant aussi américain de CNN. Enfin, en tout cas, quand il y a des problèmes au Liban, il est correspondant. Et c'est quelqu'un qui avait été prisonnier de Daesh, du Hezbollah et de je ne sais pas qui d'autre. Enfin, voilà. Et donc j'étais avec lui dans ce quartier. À un moment, il y a un jeune mec qui arrive en moto, et il le voit arriver, ils se prennent dans les bras l'un de l'autre, ils s'embrassent et tout. Et je fais, ah là là, mais c'est un ami à toi. Il fait, oui, on a fait la prison ensemble à Beyrouth. Et ce gars, c'était un universitaire qui avait fait une thèse et qui était correspondant. Voilà. Et là, je me suis dit, waouh, quand même. Bon, voilà, des histoires telles qu'il peut en arriver. Mais après, je dois reconnaître que j'ai rencontré assez peu de gens. Déjà en Syrie, c'est quasiment impossible. Et ça peut mettre des gens en danger de discuter avec eux, parce que s'ils vont voir un occidental et qu'ils parlent, des gens peuvent leur demander après ce qu'ils ont raconté comme histoire. Donc on m'avait un peu averti de ça, et je l'ai un peu constaté. Et non, il y a Mossoul dans la vieille ville, par contre, quand on passait, les gens étaient très, très heureux, très accueillants. Bon, voilà. En même temps, c'est vrai que moi, je ne pouvais pas non plus rester très longtemps. En plus, je n'avais pas d'autorisation à Mossoul. Théoriquement, il aurait fallu faire des démarches. Mais alors, la bureaucratie irakienne, c'est quelque chose auquel j'ai assez vite renoncé. Donc, et je me suis fait assez vite repérer par des militaires qui m'ont demandé de partir. On est quand même resté pour faire des photos. Mais c'est vrai que j'ai pas pris le temps. Comme ça peut être le cas au Liban, où pour le coup, la parole est totalement libérée. Il est facile de communiquer avec des gens qui sont francophones d'ailleurs, pour certains d'entre eux. Là, ce n'était pas le cas en Irak et en Syrie. Oui. Bonsoir. D'abord, je voulais vous dire que j'aime beaucoup votre travail. Et là, après l'intermède qui vous a ramené cruellement à la réalité à Mossoul, c'est la question de la beauté, moi, qui me questionne. Est-ce que vous appelez la tentation de la séduction? Parce que vos images, elles sont d'abord très belles. Et effectivement, on peut très bien les voir dans un premier temps, sans penser à tout ce qu'elles impliquent comme horreur. Et elles sont très composées, il me semble, même si elles sont prises, d'après ce que vous dites, extrêmement rapidement. Comment faites-vous justement avec ce que vous appelez la tentation de la beauté, pas tomber dedans, et pour avoir quand même au final un travail qui est très esthétique? C'est l'ambiguïté de la ruine, hein, il faut le dire d'une manière générale. Oui. Hubert Robert, c'est très beau, c'est des ruines magnifiques, mais il y a une histoire toujours là derrière qu'on n'est pas toujours censé de voir. Je fais comme je peux en fait. Hein. Que, non, mais je peux pas vous dire autre chose que ça. Après, moi, je pense que j'ai une façon de photographier qui est très, très directe, très frontale, et j'essaie justement d'éviter de tomber dans des effets de style, enfin ce qu'on pourrait appeler des effets de style. Après, je pense que c'est vraiment le réel en fait. C'est quand vous êtes dans ces endroits-là, c'est sidérant en fait, à la fois de violence, de destruction et d'une certaine façon presque un peu de beauté. Vous voyez par exemple cet immeuble qui est l'immeuble dans lequel on voit des animaux en fait, qui a été transformé en écurie et en ferme par. Bon, quand vous êtes là, en fait, ça serait renoncer à les photographier en fait. C'est-à-dire que d'une certaine façon, je pense qu'il n'est pas possible de faire autrement que de photographier la chose. Alors voilà, après, enfin, comme je vous dis, je fais comme je peux. Et après, c'est... Est-ce que c'est cet immeuble invraisemblable à Homs qui est exposé là, cet immeuble? Alors, c'est un immeuble d'habitation. Alors ça, moi, je suis assez... j'ai un peu une histoire particulière parce que je suis très ami avec un artiste syrien dont vous avez peut-être entendu parler, il s'appelle Naja Al-Boukaï. C'est quelqu'un qui était professeur de dessin à l'université de Damas,
qui a participé à des manifestations au début de la Révolution, qui a été arrêté, torturé à 2 reprises, et il a réussi à s'enfuir. Il vit maintenant en France, il dessine en fait ce qu'il a vécu. Et voilà, c'est cet immeuble. Ce qu'il a vécu dans les prisons. Et en fait, Naja est originaire de Homs. Et du coup, c'était très émouvant pour moi parce qu'il est exilé. Du coup, moi, je pouvais aller dans cette ville dont il est originaire et lui ne pourra plus, enfin, à moins qu'il y ait un changement de régime, mais il ne pourra plus jamais y retourner. Donc, c'est vrai que même moi, j'avais aussi une forme de culpabilité à aller dans cette ville, à la photographier, en sachant que lui ne pouvait pas le faire. Et du coup, je lui ai montré ces images. Il m'a dit, tu vois, là, et on le voit en fait, on le voit dans l'image en grand. C'était la pharmacie où il allait en fait. C'est-à-dire que si vous regardez le tirage, vous voyez qu'il y a une porte sur la gauche. Et donc voilà, c'est un immeuble de logement à l'étage. Et c'était la pharmacie où il allait. Donc, sur Homs. Et là, par exemple, il m'a raconté cette histoire. Al-Assad, en arabe, ça veut dire le lion. Et donc, là, vous avez un lion qui est là, mais qui était sans doute présent peut-être avant l'arrivée de la famille Al-Assad. Et il me disait, mais moi, quand j'étais petit, quand je passais devant le lion, je le saluais. Et je lui disais, mais c'était une obligation du régime, en fait. Il fait, non, c'est pire que ça, en fait. C'est-à-dire qu'on nous rentre tellement dans la tête que le lion, le régime, il est puissant, il est là, que les enfants, de leur propre initiative, voulant bien faire et satisfaire le grand chef, il disait, donc c'est pire qu'une obligation, une contrainte qui nous était imposée. C'était que moi-même, j'étais devant le lion et j'étais fier de saluer le grand chef. Donc, sur un certain nombre d'images comme ça, j'ai eu... avec des Syriens notamment qui étaient originaires de ces villes, j'ai eu des commentaires, des légendes et des explications en fait, de lieux que j'avais photographiés, qui étaient des lieux dans lesquels eux avaient vécu, qu'ils connaissaient bien. Il y a aussi l'image d'un immeuble à moitié en ruine, avec 2 voitures carbonisées devant, et 4 portraits d'Assad, peints qui ont dû être posés tout récemment. Et on se dit, mais c'est complètement fou ça. C'est la folie, en fait, c'est vraiment la folie de ce régime, hein, et je pense que c'est assez unique. Alors, je le raconte souvent, mais il n'y a pas un portrait officiel, en fait. C'est-à-dire que chaque portrait est différent. C'est-à-dire que quand vous regardez bien, en fait, voilà, des fois, il est menaçant. Alors, on m'a expliqué aussi, cet ami syrien m'a expliqué, des fois, il y a des photos où il est habillé en militaire, il a des lunettes noires, il regarde comme ça, il a l'air assez énervé. Et dessous, il y a marqué « Obama, fais attention ». Donc, il est en train de... Voilà. Et après, dans les portraits officiels, ils sont tous assez différents. Et là, en fait... j'ai été sidéré, mais j'étais un peu imprudent parce que je ne me suis pas rendu compte, mais c'était un immeuble qui était, en fait, il y avait des militaires à l'intérieur. Et c'est vraiment là, pour le coup, ce qu'il ne faut pas faire comme photographie, mais je suis allé assez vite. Et on voit, c'est mon regret de l'exposition, j'en parle souvent, mais je m'en suis rendu compte après, dans cette pièce obscure, et j'aurais pu, avec Photoshop, j'aurais pu récupérer ce détail-là. On voit un militaire en train de jouer aux cartes de profil. Et ça m'a sans doute un peu sauvé, parce que s'il ne jouait pas aux cartes à ce moment-là et qu'il aurait regardé vers l'extérieur, il m'aurait vu. Il n'aurait pas aimé. Mais on voit, donc il y a un homme, et on voit l'ensemble de ses cartes totalement ouvertes. Il est assis de profil. Je me suis dit, oh là là, mais quelle image, quelle image. Et encore une fois, c'est vraiment... Enfin, voilà, les choses sont comme ça. C'est comme cet homme qui est assis par terre. Alors, si vous regardez bien en grand, enfin, dans l'image, vous voyez qu'il y a des animaux d'une ferme. Là, il y a cette voiture avec une image de propagande de Bachar al-Assad. En fait, c'est juste... il n'y a rien d'autre à faire que d'essayer d'être simplement en face de la chose et de la photographier. Alors, Mathieu, merci. C'est une superbe expo. Moi, je trouve que... Enfin, comme tu disais, peut-être d'être confronté à l'inconnu a fait que ton regard a dévié, disons, pas changé, mais dévié. Moi, je me demandais, quand je suis rentrée dans la première salle, alors c'est parce que je suis aussi photographe, une culture photographique. J'ai vu Mathieu Pernaut, puis j'ai aussi vu Basilico, puis j'ai aussi vu un peu Jeff Wall. Enfin, tu parlais de Guernica tout à l'heure. C'est un peu il y a quelques références comme ça qui, alors c'est peut-être moi, hein, c'est peut-être mon regard, c'est pas forcément voulu de toi. Et puis en avançant dans l'expo, je regardais les légendes qui sont très explicites et qui finalement sont plus du côté du journalisme. Et en fait, ça m'a interpellée, puis je me suis dit, finalement, je trouve ça très bien. Parce qu'on est tellement habitué à cloisonner, et là, tout d'un coup, non, il n'y a pas. Alors voilà, je voulais juste t'entendre là-dessus.
Non, mais c'est une très bonne question. Non, mais c'est vraiment très important. Et justement, moi, il y a une chose dont je me méfie beaucoup, c'est les gestes, en fait, des artistes, des fois, et qui oublient un peu le réel, en fait. Et donc, pour moi, c'est très important de dire où on est, de dire ce que l'on voit, et de pas... ça, c'est pas la Destroyed Room de Jeff Wall, en fait. Lui, il compose quelque chose qui est très référencé dans l'histoire de l'art. Il met en scène, non, moi je suis à Beyrouth, dans un immeuble qui s'est pris le souffle de l'explosion, et je ne fais rien d'autre que de le photographier, et je l'indique. Et moi je crois, et je pense que l'art du photographe, c'est celui-là, en fait, c'est la capacité de voir dans le réel une puissance qui s'exprime d'elle-même, et d'arriver après à trouver une façon de le photographier. Sans oublier que du coup on est à Beyrouth, à tel moment, à tel endroit, et que c'est ça que l'on voit. Donc moi, et c'est le cas dans le livre. Alors après, il faut réussir à pas être trop bavard, mais pour moi, c'est vraiment important, effectivement, de ne jamais perdre de vue l'histoire et la géographie des lieux qui sont racontés. Merci. Au revoir.